Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashCoon. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi aujourd'hui ça va plutôt bien, il fait assez bon en plus, voilà. Aujourd'hui nous allons lire tout ce que je n'avais pas pu lire dernièrement, suite au hack de mon ordinateur. Mais bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, voilà. J'ai tout réorganisé, j'ai tout machin, voilà. J'ai fait le nécessaire, voilà. Donc maintenant, je peux le réutiliser. Même si après, je pense que je devrais le changer parce qu'il commence à être sérieusement lent avec le temps. Mais bref, ça, ce n'est pas le sujet. La dernière fois, nous avons lu les 3 chapitres sortis du spin-off Dragon Force, les tréfonds de Drispa. Voilà, hein, on avait lu voilà tout ça, voilà. Et aujourd'hui, voilà, on reprend le classique Dragon Force, voilà. On avait lu 12 chapitres, sauf si on compte le premier et les 3 parties bonus, donc je pense que là, on tourne plus autour de 16. Et là, du coup, on va lire le chapitre 13, le peuple des Animalix, qui est sorti le 31 décembre. Donc ça va, lui, on n'est pas trop en retard. À peine un mois, mais lui, il fait 41 minutes quand même. Ah ouais, c'est... Mais bon, en tout cas, ouais, c'est vrai que pas mal, pas mal Ecoblast quand même, mais c'est tellement stylé en vrai, ce dessin-là. C'est un dessin tout con, mais c'est vraiment waouh. Même moi qui fais du truc, waouh. C'est... Allez, bon. Sur ce, chapitre 13, le peuple des Animalix. Pendant mon sommeil, j'étais enfin dans un moment de répit pour mon plus grand bonheur. Ma nuit avait été calmée et le cauchemar dont j'avais dû faire face n'avait pas ressurgi une seconde fois. Comme s'il devait y avoir un équilibre entre le pire soir de ma vie et cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, j'ouvris doucement les yeux au lever du soleil. La température n'était plus intense que ce dont j'avais l'habitude, car ma peau avait l'air plus sensible à la chaleur du soleil. Que je sois à l'ombre ou non, c'était alors les souvenirs sombres d'hier soir refirent surface, ainsi que l'homme au visage déformé dont l'état empirait au fil des mois. Celui-ci n'avait causé que du malheur dans ma vie et malgré toutes ces apparitions brèves, je n'obtenais pas assez d'informations à son sujet. Si je les réunissais toutes, je pourrais conclure qu'il était anciennement un Santic assassiné par quelqu'un qu'il considérait comme un proche. Il aurait été ressuscité par Endonarki, le seigneur des âmes, et l'homme était contraint de respecter ses ordres. Cependant, il était difficile de lui déterminer un âge dû à ses nombreuses cicatrices et de sa majeure défiguration. Mais qui avait été son meurtrier? Était-ce un ami, un membre de sa famille, un mentor? Et quelles étaient ses motivations, mis à part le fait de combler les besoins de son maître? Pour en rajouter, j'avais quelque chose en lien avec lui, mais tout cela m'était encore inconnu. Je me redressai pour ensuite regarder de gauche à droite. À la sortie de la grotte, je vis Hardcore assis de dos et seul ses pieds nus baignés dans les rayons de soleil dissociés par les branches des arbres. Ce matin, il avait retiré sa partie supérieure de sa tenue d'archer pour laisser place à un débardeur blanc. Avant de le rejoindre, je gardais mon attention sur la peluche d'Hardcore qui avait une forme de lion. Je ne pouvais m'empêcher de la serrer dans mes bras, me sentant rassuré. Je n'avais pas dormi avec un doudou depuis presque une décennie, et j'ignorais qu'un objet inanimé pouvait me procurer autant de réconfort et de soutien. Mais après quelques instants, je finis par abandonner la peluche d'Hardcore en la déposant près de moi. Puis je fouilla à l'intérieur de mon sac à dos pour y retrouver mon carnet de bord, et j'y inscris les mots suivants. Jour 2. Nous sommes arrivés à la jungle de Proveltan, mais hier soir a été un moment terrible. Je suis victime d'une malédiction qui fait de moi un vrai danger. Je pense encore à ce lièvre que j'ai massacré de mes propres mains. Si ma prochaine victime était Hardcore ou Xateim, j'espère de tout mon cœur que cela n'arrivera pas. Au moins, mes amis ont l'air d'avoir toujours confiance en moi. Peu importe la situation, il faut croire que j'ai beaucoup de chance de les avoir. Il y a peut-être une solution pour régler ça, mais ce n'est pas notre priorité pour le moment, même si une chose m'inquiète fortement. Il me semble que Mélios faisait ce cauchemar quotidiennement. Si seulement je pouvais tenir jusqu'à la région d'Antessia.
Après avoir libéré mes pensées dans ce bouquin, je le rangeai à sa place pour poser mon attention sur Arcor. Je commençai à m'approcher de lui et il finit par entendre mes pas sur le sol rocheux. Là, Torian me regarda d'un visage tendre et me salua par «Salut grand frère!». Je ne savais pas comment réagir face à un tel surnom, et il est vrai que j'avais toujours été enfant unique. Mais en fin de compte, cela ne m'avait tout de même pas étonné, mais légèrement perplexe. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle était la raison de m'appeler par ce surnom amical. Est-ce que cela avait une signification profonde? Après m'avoir salué, il analysa mon expression mélancolique pendant quelques secondes et il me demanda, toujours perturbé par rapport à hier soir, ce n'est pas que ça, c'est cet homme qui a assassiné mon père. Je me suis promis de le retrouver et de le faire payer pour ses méfaits, mais en 2 mois, ça n'a encore jamais abouti. J'ai l'impression d'être un incapable et c'est tout. Ne dis pas ça! Je soupirai, mais Harcourt reprit. Mettre fin à son règne sera une épreuve, mais tu finiras forcément par y arriver, je n'y ai pas raison. Oui, c'est vrai, je ne vais pas abandonner. Quand j'y pense, on peut rentrer à la maison. Peut-être qu'à Périvaillon, père trouvera une solution pour combattre la chose qui te ronge. C'est bien gentil, Harcourt, mais tu te souviens de ce qui est arrivé au seul pont qui nous permettait de rejoindre la jungle? Ah, c'est vrai, c'est pas malin. De toute façon, je préfère subir cette malédiction plutôt que de laisser tomber notre mission. Au passage, tu viens de m'appeler grand frère ou je rêve? Tu sais, toi, Xateim et moi, nous sommes un peu comme une famille. Tu es le petit frère naïf, toi, le grand frère courageux, et Xateim, il est notre père protecteur. Pas faux. J'ai une idée. Et si tu allais le voir et que tu l'appelais par papa? Hmm, Tu penses qu'il le prendra bien? Lui demandai-je en levant un sourcil douteux. C'est pourquoi ne pas essayer? En plus de ça, il a quasiment l'âge d'être père. Ensuite, Harcourt se releva lentement et un grand sourire contagieux se dessina sur son visage. Il avait raison. Lui et Xateim étaient la famille que j'avais choisie inconsciemment et je devais à tout prix en prendre soin. Xateim se trouve tout près de l'étang. Tu devrais connaître le chemin, me confia Harcourt, sachant que ce lieu ne me rappelait que des mauvais souvenirs. Ensuite, je le saluai, puis je quittai m'enfonçant dans la jungle après avoir récupéré mon épée, angoissé à l'idée de me retrouver à l'endroit dans lequel j'avais fait la rencontre du terrible serviteur des âmes. Le bruit dominant des criquets brouillait mon sens de l'ouïe et la température ambiante était caniculaire. Tout comme Harcourt, l'envie de me dévêtir de mon haut me traversa l'esprit. J'étais à quelques secondes de le faire, mais je fus interrompu quand un bruit de battement d'ailes commençait à atteindre mes oreilles. J'inspectais autour de moi avec un regard suspicieux, en particulier vers les branches d'arbres. Dans le doute, je gardais une main proche du manche de mon épée, prêt à me défendre. Toutefois, une chose avait l'air invisible. Alors, je fis volte-face, et c'est alors que je découvris un jeune Athorion voler à toute vitesse de ma direction. Celui-ci avait des ailes d'arax de sphinx dont les cheveux étaient de la même couleur. Sa tenue était celui d'un facteur et ses yeux étaient protégés par les lunettes de vol. Alors, des lunettes de vol, pardon. Ce jeune homme m'était familier jusqu'à ce que je réalise quelle était son identité. Longtemps considéré comme le facteur le plus maladroit de Périvaillon, il avait néanmoins toujours été très investi dans son travail. Sa motivation avait parvenu à convaincre ses employeurs de le garder dans leur rang. Je me souviens avoir travaillé à ses côtés quand je ne faisais qu'enchaîner différents travaux au royaume. Et là, je n'y étais guère resté bien longtemps à cause de mon incapacité à voler, chose qui ne satisfaisait pas le patron de l'entreprise de livraison de courrier. Ce dernier privilégiait le travail rapide et efficace. Attention! Latorion, répondant au nom d'Ajax ou Arax, je sais pas. Ajax, ouais, je pense. Comme l'équipe d'Amsterdam de foot. Allez, bref. Avait l'air d'avoir perdu le contrôle de son envol, mais semblait également avoir quelque chose pour moi. Cependant, il n'était pas dans la capacité de ralentir et il finit malencontreusement par rentrer en collision avec moi. Mes jambes ne purent résister à ce choc et je basculai en arrière avec lui. Cette bousculade imprévue nous rendra tous les deux étourdis, mais je parvins à reprendre mes esprits avant lui qui restait inconscient. J'étais sur le dos contre la terre sèche et le supposé Ajax, que j'en considérais comme une simple connaissance, était allongé sur moi.
Ses bras longeaient le long de son corps et son visage était contre mon torse. Alors, pour m'assurer qu'il s'agissait bien de l'Intorion auquel je pensais, j'empoignai quelques mèches de ses cheveux bleus pour ensuite les tirer dans le but d'incliner sa tête vers moi. Il avait un nez fin sur un visage délicat ainsi qu'un teint de peau pâle comme le mien. Effectivement, il s'agissait bien d'Ajax. Lui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il prit encore quelques secondes pour se réveiller et la première chose qu'il voyait était mon visage embarrassé. Soudainement, il se souvint du travail qu'il avait à accomplir. Céraménicruos, j'ai une lettre pour toi, m'informa-t-il en me souriant en dépit du fait qu'il était essoufflé. Il fut le premier à se relever et pendant qu'il cherchait parmi une panoplie de lettres dans une sacoche, je me redressai également. Comment tu nous as trouvés? Talia, la responsable de l'orphelinat, m'a affirmé que tu aurais une quête à la région d'Antessia et elle voulait que tu prennes possession de cette lettre en urgence. Il fit une pause de quelques secondes afin de reprendre son souffle. Je me suis dit que tu étais alors dans la jungle de Proveltan, et je suis vraiment désolé pour cet atterrissage brusque. Au bout d'un moment, je n'ai pas réussi à garder le contrôle de ma vitesse. Pendant qu'il me dévoilait ces informations, Latorian avait réussi à mettre la main sur la lettre au nom de Talia, et il me la confia. Sur ce, je te souhaite un bon voyage, Shira. N'oublie pas de nous rapporter des souvenirs au moins. Enfin, la lettre entre mes mains, mon interlocuteur commença à battre des ailes. Après avoir plié les jambes, Ajax bondit du sol en levant le poing vers le ciel et il s'envola à toute allure. Seul, je fis une pause sur mon chemin pour poser mon attention sur la lettre de Thalia. Celle-ci avait la même forme que la lettre de Mélios, que j'avais encore conservée. Mais le seau qui en renfermait le contenu était de couleur rouge et il représentait un aigle de profil, un signe distinctif de Périvallon. Après l'avoir analysé, il serait temps de déballer cette lettre et elle contenait un manuscrit avec écrit le message suivant. Cher Serra, j'aurais préféré vous le dire en personne, mais je n'étais pas là quand vous êtes partis. Toi et tes amis, alors à la plage, je vais le dire dans cette lettre. Bonne chance. Valériane m'a informé que vous allez vous rendre dans la région d'Antessia pour retrouver son grand frère. Ce ne sera pas une tâche simple alors. J'admire votre courage. Également, Valériane voulait absolument vous confier quelque chose. C'est un signe en origami et elle veut que celui-ci revienne à Mélios. D'après ses dires, elle adorait en offrir à son frère durant leur plus tendre enfance, et peut-être que cela fera remonter des souvenirs de Mélios, alors essayez de le conserver précieusement. Ah oui, c'était le truc, ouais, on l'avait vu dans le chapitre du troisième, voilà, le troisième chapitre du spin-off Les Tréfonds de Risma, ouais, ça, on s'en rappelle. Quoi qu'il en soit, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, mais n'oublie pas le plus important, mais je crois en vous, voilà, ouais. Amicalement, Talia. Ouais, donc, Serra est dans un orphelinat, voilà. Il n'y avait pas au début ça, et Coblast l'a rajouté par la suite, et voilà. Recevoir une lettre de la responsable de l'orphelinat m'avait rendu heureux. Elle était la personne la plus attentionnée qu'il soit. Pour ce qui est du signe en origami, il était au fond de la lettre. Je le pris d'une main, il était blanc comme neige et semblait toujours aussi neuf malgré le voyage. Après avoir contemplé l'œuvre créée par les soins de Valériane, Ajax s'était déjà envolé très loin de moi. De bonne humeur, je rangeai l'objet fragile à l'endroit où il était et je gardai la lettre dans ma main. Ensuite, il me devait de poursuivre ma route, tout souriant malgré les innombrables feuillages dont je n'avais aucune pitié à trancher à l'aide de mon épée chère à mes yeux. Plusieurs minutes s'écoulèrent et l'environnement commençait à me rappeler des souvenirs. En effet, j'étais de retour vers l'étang à une dizaine de mètres près de l'eau. J'observais ensuite dans les alentours jusqu'à faire la rencontre de Xatéim. Il était torse nu dans un emplacement à l'ombre. Au bord de l'étang, et en m'approchant un peu plus de lui, je remarquai qu'il s'amusait à créer des ondes dans l'eau calme, ainsi que des vagues minuscules. Je le saluai en utilisant le mot papa, chose dont il ne s'attendait pas, lui qui ne m'avait pas remarqué. Il se tourna en ma direction, montrant son visage dégoulinant de sueur à cause de la canicule, mais je réalisai qu'il paraissait perplexe face à ce surnom. Mais en fin de compte, il finit par me répondre par un sourire sincère. Le mage annonça
Il fait tellement chaud, rien à voir avec le froid de canard de la colonie refoulée. Bref, bonjour à toi, comment vas-tu? Me questionna-t-il. Plutôt bien, Talia nous a apporté une lettre. Curieux, Xateim était lui aussi intéressé à l'idée de lire cette lettre. Alors, après lui avoir confié l'objet, je décidai de me promener autour de l'étang. Malgré le fait que cet environnement soit maintenant un lieu sûr pour moi, je restais méfiant vis-à-vis de ce qui m'entourait. Ensuite, je me retrouvais hors de la vue de Xateim, juste au bord de l'étang. Un immense rocher nous séparait. Seul, je me dévêtis de ma veste blanche et je laissai mon épée derrière moi. Ensuite, mon prochain geste fut de plonger mes deux mains dans l'eau claire et transparente de l'étang, puis de m'essuyer le visage depuis cette source d'eau. Finalement, cette hydratation était un soulagement pour ma peau qui avait des difficultés à supporter la chaleur. Je recopiai ces gestes plusieurs fois jusqu'à me stopper net pour m'observer dans le reflet de l'eau. Je jetai d'abord un coup d'œil à mon visage, suivi de mes muscles en plein développement au niveau de mes bras et de mon torse. Tout à coup, je me mis à poser devant mon reflet dans l'unique but d'admirer ma propre musculature. C'était la première fois de ma vie qu'une chose pareille me prenait et que je ressentais autant d'estime pour mon corps. Incroyable! Dans quelques mois, je serai peut-être aussi musclé que Milios. Mon rêve de devenir guerrier semble de plus en plus réalisable. Ce moment entre moi et ma forme physique dura encore un long instant, dans lequel je ne faisais que produire différentes poses et ainsi donner l'impression de faire gonfler mes muscles principaux. Il avait, il y avait quelques années auparavant, je n'aurais jamais cru atteindre un tel niveau. Tous mes efforts avaient fait l'effet escompté. Toutefois, je remarquai une chose qui n'était pas normale. Pendant la nuit jusqu'au petit matin, j'avais gardé l'amulette d'Arthur autour du cou. Mais seulement, malgré que mon dos soit courbé devant l'étang, je voyais que le talisman semblait comme accroché à ma peau malgré sa longue chaîne en or. Confus, le seul mot que je dégageais était «Hein?» Quand soudain un autre phénomène surnaturel encore plus impressionnant se produisit juste devant mes yeux. L'eau, auparavant calme en face de moi, avait commencé à se mouvoir sans la moindre présence d'une vague. Cela provoquait des clapotements étrangement lisses dans la source. Inquiet, je reculai d'un mètre en arrière jusqu'à être assez proche de mon arme, à l'affût de toute apparition mystérieuse. Enfin, je ne fus pas au bout de mes surprises quand cette chose commença à adopter une forme plus définie. Sous cette découverte effroyable, je commençai à prendre peur face à ce monstre et mon prochain réflexe fut de me dépêcher de prendre en main mon épée. Cependant, la créature aquatique avait eu assez de temps pour prendre sa forme originelle, un serpent à tête de dragon long de plusieurs mètres. Ensuite, je passai de la peur à la détermination, prêt à l'affronter, quelle qu'en soit la force. C'est alors que le monstre majestueux commença à se balader de gauche à droite, pendant que j'étais en position de garde, pardon. Plus cela dirait, plus le rythme plus le rythme de son va-et-vient accélérait. Ce mouvement étrange s'additionna avec un autre qui le fit tourner sur lui-même. Après une dizaine de tours, il se transforma en un véritable tourbillon qui provoquait des petites vagues vers tous les côtés. Au passage, les clapotements d'eau étaient les seuls sons que le monstre produisait. Contrairement aux différentes créatures que j'ai pu affronter autrefois, celui-ci était totalement muette. Mes yeux étaient fixés sur la chose, puis tout d'un coup elle s'effondra, comme si de rien n'était, et l'eau redevint calme, ne laissant derrière elle plus aucune trace du supposé monstre aquatique, mis à part quelques éclaboussures. Alors je scrutai sur toute la surface de l'étang, jusqu'à ce qu'une voix familière s'élève en m'annonçant «Pas mal, non?» Ce timbre de voix grave, c'était celui de Xatéim qui apparut derrière ma personne. Je fis volte-face et découvris qu'il s'était dès à présent réhabillé de sa veste et de sa cape de mage violette qui montrait au dos une multitude de constellations. Cependant, j'étais toujours sous l'incompréhension, et s'il était l'auteur de cette chose, attends une minute, c'est toi qui as fait ça? Il hocha la tête, affirmant avec fierté son œuvre. Tout ce qu'il cherchait était de m'impressionner, chose qu'il n'osait pas faire en public. Tu ne nous avais jamais parlé de ce sort-là. En réalité, cet exploit que je viens de réaliser a tout de même été fait grâce à ma télékinésie. Waouh! Tu m'as peut-être foutu la frousse, mais tu m'impressionnes. J'ignorais que tu étais capable de faire ça.
Pendant mes nombreuses expéditions dans la nature, j'ai tenté d'exploiter mes pouvoirs au mieux que je pouvais et j'ai parvenu à dépasser des limites que je croyais infranchissables. Pendant qu'il me répondait, son regard était porté sur l'étang. Mais au fait, tu as réussi à créer un dragon d'eau, alors pourquoi t'embêtes-tu à apprendre un sort permettant de créer un clone de toi, même en pierre? Eh bien, l'intérêt principal du sort en question est de créer un être conscient et indépendant. C'est bien loin de ce que je viens de produire à l'instant. Ensuite, il enchaîna directement sur une remarque qu'il semblait impatient de me partager. Au passage, je ne te connaissais pas aussi narcissique, me taquina-t-il. Surpris par sa question, j'ai failli faire un bond. Quoi? Je ne suis pas narcissique. Ah bon? Pourtant, je t'ai bien vu te contempler devant ton reflet. On aurait dit que tu étais amoureux de toi-même. Il était vrai que j'avais une certaine admiration envers mes muscles, mais j'étais prêt à avoir le dernier mot. Je ricanais d'une façon embarrassée avant de lui rétorquer. N'importe quoi, j'ai simplement plus de confiance en moi, vois-tu. Et toi, je ne te connaissais pas aussi sociable. Tout d'un coup, son expression changea face à cette remarque et il parut aussi embarrassé que moi. Soudain, après plusieurs secondes, je fus pris d'un fou rire devant cette conversation absurde. Mais peu après, Xatéim fit de même en se grattant l'arrière du crâne d'un air gêné. Mais après avoir ri, Xatéim me proposa que nous deux rentrent à notre refuge. Maintenant, en compagnie du mage, je n'avais plus à craindre le mal qui pouvait nous entourer et nous avions confiance dans l'un dans l'autre. Il ne nous fallut que quelques minutes pour rejoindre le campement. Là-bas, juste à l'entrée de notre grotte, notre ami Atorian était déjà peu prêt à continuer cette aventure et cela nous motiva à nous préparer. Cependant, alors que j'étais sur le point de me revêtir de ma veste, le prince nous demanda: «Je vois que tu as encore mon talisman. Veux-tu le garder, c'est...» Après qu'il m'ait posé la question, ah non, c'est moi, j'ai cru entendre un bruit bizarre dehors là. Je pris un moment d'hésitation en tapant mon torse afin de retrouver l'amulette. Mais étrangement, quand celle-ci était entre mes mains, je fus témoin d'une découverte effroyable. Le collier au nom d'Olukami était collé à ma poitrine comme si on me l'avait fixé avec de la glu. Il était superposé sur la plaie que m'avait provoquée mon ennemi pendant la veille. Dans ma panique, je tentais de gratter sur les extrémités du talisman, mais il semblait presque incrusté à l'intérieur de mon épiderme. Mes deux amis deviennent perplexes face à cela. Que se passe-t-il? Se demanda Hardcore. Oh non, ton amulette, elle, je n'arrive pas à la détacher de ma peau. Zatim leva un sourcil, contrairement à Hardcore qui semblait prendre un temps de réflexion. Quoi? Comment est-ce possible? S'écria le mage. Qu'est-ce que j'en sais? Je continuais de gratter ma peau tout en étant au bord de la crise d'angoisse, mais hélas, rien n'y faisait. Alors je tirais de toutes mes forces la chaîne du collier vers le haut, mais en fin de compte, je stoppais mes efforts au bout d'une dizaine de secondes quand je commençais à ressentir ma peau s'étirer douloureusement. Ah ouais, merde, putain, ouais, je vois que ouais. Je retis... Je rejetai la chaîne et le rythme de ma respiration augmentait en intensité. Harper tenta de me rassurer, enfin, il m'annonça: «Attends, cela ne peut être qu'un mon présage.» «Comment ça?» m'étonnai-je. «Te souviens-tu de ce que je t'ai dit hier soir avant que tu dormes? La lumière d'Olukami s'est attachée à toi et elle est là dans le but de t'aider. Enfin, cela n'est qu'une supposition.» Harcourt reprit un air de réflexion. «Donc je crois au fait que tu devrais voir cela comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction.» «Oui, une bénédiction qui te purifierait du mal dont tu es victime», me proposa l'Athorian croyant. J'essayai de me calmer et je me tournai vers Hardcore. Celui-ci avait un visage plein d'espoir, mais cette simple expression faciale suffit à me convaincre de lui faire confiance. Très bien, Hardcore, je vais essayer de te croire sur ce point. En réponse à cela, il me montra un sourire contagieux jusqu'aux oreilles, et je retrouvai moi aussi le sourire. Enfin, quelques minutes passèrent dans lesquelles nous nous préparions à poursuivre notre route. Vous voulez une pomme, les gars? Je commence à avoir les crocs. Proposai-je à mes amis en regardant à l'intérieur de mon sac à dos qui contenait un bon paquet de pommes. À l'instant, le jeune Hardcore accepta ma proposition. Voilà. À l'instant, le jeune Hardcore accepta ma proposition. Juste avant notre départ, dès à présent, nous venions de quitter les lieux pour continuer notre aventure tumultueuse. Notre trio suivant un chemin étroit par la végétation et les nombreuses lianes.
Mais fort heureusement, au fur et à mesure que la route s'étirait, elle devenait plus large. Les amis, regardez! Pendant qu'Arcor et moi dégustions notre pomme, devant nous se présentait une plus grande source de lumière. J'ai compris que nous devions arriver près de ce qui ressemblait à une plaine, comme si nous changions tout d'un coup de biome. Une prairie au milieu de la jungle. Soudainement venus de ma gauche, des pas légers et vifs autres que les nôtres commençaient à se rapprocher. D'une façon brusque, je me tournai vers la source de bruit en croquant mon fruit. Mes amis, eux, continuaient leur route. Toutefois, je n'avais à peine le temps de le distinguer qu'un petit éclair roux fonça à mes pieds pour me faire subir une entaille à la cuisse. Aussitôt, je poussai un petit cri que j'avais tenté de contenir et je lâchai ma pomme par surprise. Arcor et Xatim, qui étaient tous les deux devant moi, se tournèrent en ma direction inquiets. Mais avant que le fruit ne touche le sol, la chose à la fourrure rousse refit son apparition un instant après s'être faufilée dans un buisson et elle attrapa ma pomme. C'était à ce moment que je pouvais discerner un animal de petite taille. C'était un renard qui était debout sur ses deux pattes arrière. D'une patte avant, il tenait une dague taillée en pierre comme un outil de la préhistoire et de l'autre mon bien. Cependant, il ne prit que quelques secondes pour prendre la fuite loin de nous, en direction de la zone désherbée. Tate et Marcor se ruèrent vers moi et tentèrent de suivre la créature du regard, puis Latorion m'aida à me relever. Qu'est-ce que c'était? S'écria notre ami le mage. Je tirai mon épée et après avoir pris un temps de réflexion, je conclus. Je pense que c'est un de ces fameux Animalix. Allons voir. Comme blessure, j'avais connu bien pire qu'une simple coupure, alors je n'avais aucun mal à me remettre de l'attaque du renard. Après un instant, nous nous rapprochâmes de l'animal anthropomorphe qui avait franchi la plaine. Ah oui, ça y est, on va voir enfin des animaux anthropomorphes dans Dragon Force, voilà. Les fans de Fury, salut, hein. Bref, blague à part, hein. Franchi la plaine. Mais à quelques pas de ce lieu, je me rendis compte qu'il ne s'agissait pas d'une prairie, mais d'une surface désertique dans laquelle la nature semble corrompue. Le sol était aride et le renard malicieux se tenait à une certaine distance de nous, contemplant le fruit volé dont il prit une grande bouchée. Sans tenir compte d'un amas de feuilles mortes sur une surface de quelques mètres de diamètre, je sortis d'entre les buissons et me dépêchant de rejoindre la créature. Hélas, quand j'arrivai à mi-chemin sur le lit de feuilles, celui-ci, qui cachait un trou, s'écroula et je criai de surprise. Le trou mesurait quelques mètres de profondeur et c'était en réalité un piège mis en place par les potentiels habitants de la jungle. Tout va bien, me hurla Xateim d'en haut. Un peu sonné, j'inspectais autour de moi jusqu'à ce que je lève la tête vers mes amis inquiets. Cependant, je ne pouvais pas connaître ce qu'il se passait autour d'eux, ni si le renard était encore là. Pour revenir vers mes compagnons, je tentais de faire de mon mieux pour grimper en dehors de la fosse tout en battant des ailes. Malheureusement, cela s'avéra inefficace, même malgré de multiples tentatives. Alors Xateim passa à l'action. Il utilisa ses pouvoirs de télékinésie pour me faire sortir du piège. Il n'eut aucun problème à y parvenir quand je sentais mes pieds quitter le sol par miracle. Par la suite, je m'envolai à une allure lente vers la liberté et je flottais comme une plume. Les bras de Xateim étaient projetés en ma direction et je commençais à atteindre le bout de ma trajectoire, me rapprochant de la surface du sol en face d'eux. Enfin, mes pieds étaient à terre. Mes deux amis affichaient un sourire rassuré. Cependant, derrière eux se tenaient plusieurs silhouettes poilues et cela m'alarma. Arcor et Xateim, qui voyaient qu'un danger était prêt en lisant sur mon expression faciale, se retournèrent pour découvrir qui étaient les individus qui se cachaient derrière eux. Le groupe était au nombre de 4. Quand le renard les avait rejoints, le canidé s'était recueilli auprès d'un couple de hyènes anthropomorphes, et à leur gauche se trouvait l'animalix le plus imposant qui était un grizzly. Ah ouais, mais il y a vraiment tous les animaux, c'est vraiment les animalix, quoi. Il y a une anomalix, là, c'est, bon, bref, blague à part, qui était un grizzly sortant les crocs. Tout était armé de lancers, tous étaient armés de lances de bois et ils se tenaient comme des humains. Si l'on mettait de côté leur aspect sauvage, l'ours commençait à grogner en brandissant sa lance et les deux hyènes passèrent à l'attaque en visant Hardcore. Mais rapide comme l'éclair, mon ami Arthurian prit son arc en main et commença à viser dans leur angle d'attaque. La flèche partit à grande vitesse, mais les deux animalix parvinrent à l'éviter en se séparant.
Mais alors que les hyènes s'approchaient à toute allure, Xateim enclencha son sort de feu et le lança vers les deux ennemis. Pour éviter la braise, Hardcore, qui avait toujours été un Atorian agile, exécuta un salto arrière. Pendant son acrobatie, ses ailes fragiles se déployèrent à moitié et il sut atterrir sur ses pieds. Voyant que les hyènes étaient repoussées, l'ours décida d'agir. Quant à moi, c'était à mon tour de me défendre alors. Je dégainai mon épée et je me mis en position de garde. Cependant, le renard s'était jeté sur moi et en guise d'attaque, il me mordilla la jambe droite. Surpris, je n'étais plus concentré sur l'ursité monstrueux et je faisais tout mon possible pour dégager la mâchoire du renard de ma jambe. Pendant qu'Arcor et Xatein combattaient les hyènes, un d'eux me cria: C'est attention! Alerté, je regarde devant moi, l'ours avait la gueule grande ouverte et sa lance pointue était projetée sur moi, à une seconde de m'empaler. Alors, je devais faire quelque chose au plus vite, quand soudain, avant que l'arme ne m'atteigne, un rugissement surpuissant gronda dans cet environnement et il était si intense qu'il pouvait presque secouer la terre. Dès à présent, tout le monde avait arrêté de se battre et nous avions stoppé nos mouvements comme si nous étions transformés en statues. Notre trio et nos opposants essayâmes tant bien que mal de trouver la source du rugissement qui se cachait quelque part dans la jungle. Enfin, une masse gigantesque fit son apparition de par la forêt à grande vitesse, ce qui dévoila un cinquième animal X qui était un tigre musclé. Mais celui-ci était différent des autres auxquels nous avions affaire. À l'inverse de nos attaquants, le tigre anthropomorphe portait des vêtements, plus précisément une combinaison de garde forestier. Ah oui, c'est vrai, Ecoblast me l'avait présenté, ouais, donc une combinaison de garde forestier. Avec sa patte gauche, il appuyait sur sa tête pour garder en place son couvre-chef. Toutefois, il serrait les dents, prêt à attaquer, mais nous ne savions pas encore qui était sa cible. Mais à son approche, le grizzly se tourna vers le tigre qui entrait dans la zone de combat. Enfin, la tension reprit son cours quand l'ursidé armé d'une lance se rua vers le tigre, comme s'il existait une rivalité entre les animaliques sauvages et le félin tigré. Alors, tout près du tigre, l'ours tenta de lui faire subir un coup de lance vertical. Mais avant d'y parvenir, le garde forestier fit un bond en avant et grâce à ses pattes arrière, il écrasa la tête de l'ursidé qui finit évanoui. Merde, merde, j'ai parlé trop vite. Dos contre la terre sèche, cette attaque de la part du tigre était accompagnée d'un cri de guerre qui paraissait très humain. Quand l'ours était vaincu, les combattantes suivantes étaient les deux hyènes qui foncèrent vers le tigre en poussant des cris monstrueux. Concernant l'animal X tigré, il entreprit de se mettre en position de garde à mesure que ses ennemis approchaient. Mais les mouvements de hyène étaient synchronisés, comme si elles pouvaient communiquer par la pensée. Les deux animaux s'écartèrent dans les côtés gauche et droit du tigre, chose dont ils ne s'attendaient pas. Enfin, un des deux carnivores mordit le bras du tigre et l'autre s'acharna sur son cou, cela en produisant des cris désagréables. Malheureusement pour le tigre, il n'était pas à la hauteur de vaincre ses opposants et il se trouvait vite désavantagé et mis au sol. Après avoir pris une inspiration, je me décidai d'intervenir. D'un air héroïque, je me dépêchai de les rejoindre jusqu'à me tenir près d'une hyène. Pendant ma course, je me demandais si je pouvais me permettre de les blesser, mais en voyant le tigre en position d'infériorité qui pourrait potentiellement être un allié, je me mis en tête de suivre mon instinct de guerrier. D'un coup brusque, je tranchai le dos velu de la hyène et elle finit par lâcher son étreinte. Cela suffit à ce que le tigre reprenne le déroulement du combat et il parvint à se débarrasser des deux hyènes. Maintenant libre, il utilisa sa force brute pour enchaîner les coups de leur adversaire et les deux animalix sauvages finirent dans le même état que l'ours. Mais quand le canidérou réalisa la défaite de ses compagnons, il prit ses jambes et son cou et s'enfuit à toute vitesse, cette fois-ci à quatre pattes. Ah bah, dis donc. Après ce combat agité, un silence s'imposa de nouveau et seule la brise du vent se faisait entendre. Autour des trois corps inanimés, j'étais près du tigre avec qui je ne faisais qu'échanger des regards troublés. Enfin, avant toute action, le tigre prononça froidement et malgré mon aide, j'aurais très bien pu m'en sortir sans vous, bande d'humanoïdes. Il avait une voix grave, mais pourtant bien humaine. Juste après, le tigre souffla de la truffe, agacé.
Mais quant à moi et mes amis, je suis surpris de découvrir que cet animal X était doté de la parole. Vous pouvez parler, m'exclamai-je. L'animal X, à l'apparence civilisée, me jeta un regard noir et ignora Xateim et Arcor. Ces derniers se rapprochèrent pour s'intéresser à ma rencontre avec le tigre. Bien sûr que je te parle, bien sûr que je parle, tous les Animalix ne sont pas des sauvages comme les misérables membres de cette tribu. Ok, donc. Il devint très vite colérique face à moi et ma remarque semble l'avoir vexé. Mais cet aspect rageur de sa personnalité me rappelait un certain individu. Cet individu était la personne que nous cherchions. Donc, Mélios, hein? Allez, bref. C'est alors que j'eus l'idée de me demander s'il avait une quelconque information à son sujet. Mais avant que je n'ouvre une nouvelle conversation, l'animal X aux airs coléreux déclara: «Quoi qu'il en soit, passons à un sujet plus sérieux. Ce matin, un de mes collègues m'a déclaré un pont brisé, le seul qui relie la jungle de Proveltan à la région de Subsaris. Suite à cette question, le doute s'installa dans ce lieu. Ce doute faisait que je commence à avoir un visage crispé, ignorant si je devais être honnête ou non. Le tigre, qui était plutôt grand de taille, posa ses pattes sur les hanches, renforçant son caractère sérieux. L'individu continua son discours et adopta un ton de plus en plus menaçant. Vous êtes les seuls à vous être introduits dans la jungle depuis les dernières 24 heures. Étonnamment, c'est pendant cette période que le pont a été détruit. Ce n'est absolument pas ce que vous croyez, me défendais-je. Menteur, maintenant que vous avez commis ce délit, vous allez devoir payer. Le félin robuste sortit ses griffes, comme s'il se montrait offensif et nous nous rébellions. Cependant, Xateim intervint à temps. Si vous osez toucher à un cheveu de mon ami, je... Le grand tigre coupa sa parole par un rire bruyant dont la porte était envahissante. Il était bien loin d'être intimidé par Xateim. Ah ah ah, un humain pathétique veut me défier? Il porta toute son attention vers le mage qui n'avait pas encore révélé ses pouvoirs. Malgré la provocation de l'animal X, Xateim sut contenir sa quiétude et prononça la formule de son sort de braise. Enfin, une flamme apparut immédiatement au-dessus de sa main droite. Aussitôt ah non, j'ai cru qu'il y avait un bruit. Aussitôt, le garde forestier recula de peur face à la magie provoquée par notre ami et les pupilles du tigre qui étaient tout près de la braise. Rétrécirent à vue d'œil, mais une tension grimpa entre les deux adversaires. En dépit de sa grande force, l'animal X semblait déstabilisé par le pouvoir de Xateim. Quand soudain, un grondement léger commençait à se faire entendre. Les oreilles rondes du tigre y réagirent à l'immédiat et elles se redressèrent pour s'orienter vers plusieurs directions différentes. Cependant, le son grave augmenta en intensité, mais les animalix sauvages, quant à eux, s'étaient réveillés et j'étais le seul à m'être focalisé sur eux, mais ils avaient pris la fuite. Suite à cette évasion, je réalisais qu'il serait temps de les ignorer. Le tigre semblait à l'affût, il scrutait tous les recoins. Sa truffe sombre se remua quand tout à coup, à mesure que sa truffe s'agitait, je ressentis un tremblement sous mes bottes. Tout comme le tigre, mes amis étaient restés silencieux et ils posaient leur attention sur la terre désolée. Soudain, le sol se fractura sous les pattes de l'animalite qui eut le réflexe de grogner, mais pour sa prochaine action, il se jeta hors de la fissure, averti d'un danger. Enfin, quand la tension avait suffisamment grimpé, le sol, autrefois calme, éclata en morceaux et une chose immense en sortit. Tout d'abord, nous pouvions apercevoir une tête à l'apparence d'un crâne humain. Pourtant, ce visage était monstrueux et était muni de mandibules noires, des crocs acérés et de 4 yeux creux. Quant à pardon. Quand cette tête était sortie, son corps le suivit et il avait une spécificité de posséder un nombre incalculable de pattes finies comme sur un corps gigantesque, long et épineux. Selon mes brefs souvenirs, la créature devait mesurer 20 mètres de long. Ces cris répugnants étaient inédits pour moi et mes deux amis et ils nous provoquaient la chair de poule. Le tigre nous adressa un dernier regard avant de se tourner vers le monstre qui avait l'apparence d'un mille-pattes, un véritable adversaire de taille. Eh merde, il ne manquait plus que ça, se plaignait le tigre. Il est bien fait, franchement, il est bien fait, même Serra, honnêtement. Mais là, franchement, les illustrations,
Là, ça se voit que ça a augmenté en qualité, hein. Il y en a peu, mais c'est sympa. C'est toujours sympa d'avoir une illustration. Ah, il reste que 9 minutes en plus, c'est cool. Ah, c'est rare, voilà, avec le petit point d'exclamation, comme les soldats dans les Metal Gear quand ils voient Snake ou un autre Solid machin là. Non, non, oui, c'est des autres Snake, oui, parce qu'il y a Solid Snake qui est dans Smash, il y a Naked Snake. Ouais, je sais, le nom est un peu bizarre, mais c'est juste un autre nom de Snake, ouais, parce qu'il y en a plusieurs. En fait, Snake, c'est des noms de code, en fait. Snake, Liquid Snake aussi. Bon, bref, ouais, c'est vrai que, ah putain, ouais, c'est vrai que le tigre, ouais, c'est... Ah non, mais là, je pense que j'espère que toi, tu as vu le dessin, mais franchement, Ecoblast, chapeau pour le tigre, hein. Tu sais quoi? Hop, j'ai déjà voté, comme ça, c'est fait. La créature qui se tenait devant nous avec comme ambition de faire de nous son casse-croûte. Ouais, bah c'est vrai qu'en même temps, putain, la tête de ce putain de mille pattes à la peau. Ouais, t'as pas envie de le rencontrer en vrai, hein. Voilà, son casse-croûte, voilà. Au bout de quelques secondes, l'insecte poussa un autre cri aigu et grâce à ses innombrables pattes, il fonça à toute vitesse vers l'animal X et parvint à le changer, ce qui le projeta au loin. Le voyant désemparé, je réalisai que moi et mes deux meilleurs amis devions reprendre le cours du combat. Dans un premier temps, Arthur et Xaté usèrent de leurs points forts pour combattre. L'un encocha une flèche et l'autre prononça silencieusement une formule qui lui permettait de faire apparaître de la foudre entre ses mains. Quant à moi, qui avait tendance à attaquer en corps à corps, en comparaissant avec mes deux amis, je tins mon arme fermement à deux mains tout en m'approchant du monstre. Mais avec méfiance, craignant de finir dans le même état que le tigre, étant le plus proche, le monstre chercha à faire de moi sa première victime et essaya de me cogner. Cependant, le Magélatorian était là pour assurer ma protection et un éclair suivi d'une flèche abattait sur l'insecte. Cela était suffisant afin de le contrer et je profitais de ce moment de faiblesse pour nous défendre. Laissez-moi faire, annonçai-je à mes amis, étant sûr et certain de remporter ma première. Mais il est fou, hurla le tigre au loin. Pour ce qui était du mille-pattes, il était déstabilisé par les attaques faites par Hardcore et Xateim. C'est le moment! Après avoir poussé un cri de guerre, je me ruai vers la créature monstrueuse qui fit de son mieux pour se protéger. Malheureusement pour l'insecte, j'avais parvenu à trancher quelques-uns de ses membres dans une partie de ses bras humains avant qu'il ne me fasse du mal. Le monstre s'affola face à cette attaque, comme pour le tigre, il tenta de me charger comme un taureau, mais je l'avais esquivé de justesse. Devant autant d'agitation, je me pressais de reprendre mon souffle. Mais le monstre ne s'était que dès à présent focalisé sur ma personne. Étant un adversaire plus agile que lui, je me dépêchais de me recueillir hors de sa vue tout en réfléchissant à un plan à mettre en place. Quant à mes alliés, ils s'étaient assez éloignés pour ne pas attirer l'attention du monstre et me permettre de laisser libre cours à mon combat. Courage, chez me soutient Hardcore qui avait confiance en moi. Voilà. Donc, mon prochain geste était de lui montrer un regard reconnaissant. En revanche, ma priorité, pardon, putain, je confonds toujours ces mots, propriété et priorité, j'arrive jamais à les lire correctement. Ma priorité était d'éliminer cette créature afin de protéger mes proches. Pendant que son opposant reprenait ses forces, une idée me vint. Pris d'un pic de courage, je décidai de grimper le long d'un corps serpentueux de l'animal, mon épée à la main. Toutefois, mon adversaire titanesque, merde, tenta de m'en empêcher en se remuant de toutes ses forces. Il poussa encore des cris terrifiants. Heureusement, j'avais tenu le coup malgré le poids de mes ailes qui me retenaient en arrière. Je me sentais tel un destrier contrôlant son cheval. Le combat était rude. Je prenais l'avantage. Quand j'étais à hauteur de sa tête, je cherchais après sa faiblesse, et c'est alors que je décelai une faille entre son crâne et le blindage de son corps. Prends ça! Voilà. D'un air décidé et marqué par l'acharnement, je brandis mon arme en positionnant la pointe de ma lame vers le bas. Après plusieurs secondes à maintenir cette position, il était temps de lui faire subir ma frappe mortelle. D'un coup sec, je transperçai violemment son point de faiblesse et au même moment, le mille-pattes s'agita à mesure que j'enfonçais ma lame dans sa plaie et il hurlait de terreur. Ce moment incontrôlable persista et l'insecte, pardon,
Oh merde, putain, je me suis bourré de mots, je crois. Là, on n'est pas dans Peppa Pig du Joule, donc j'ai pas à sortir. Voilà. Qui n'était pourtant plus en état de se battre, déployait un dernier effort qui lui permettait de dégager de son dos, comme si je n'étais que de la vermine. Alors je m'accrochais à mon épée qui était toujours dans la blessure du monstre afin de tenir bon. Mais après un instant, le monstre gigantesque se fatigua de sa blessure mortelle et enfin, il finit par succomber en m'entraînant avec lui. Son corps chuta misérablement sur la terre déchirée, mais je ne sus garder mon équilibre. Pardon. Cependant, mon visage était rempli de fierté et de joie intense. Malgré le fait que j'étais écroulé, dos contre le sol, je ne pouvais m'empêcher de lancer un cri d'émerveillement. Mes amis avaient entendu une dizaine de secondes avant de se dévoiler. Pendant ce temps, je me dépêchais de me relever tout excité en apprenant la première victoire de ma vie. Quand mon regard et celui de mes proches se croisaient, je sautillais de joie à quelques pas de la créature mangeuse d'hommes, puis je saluais mon meilleur ami. Ouh, t'as vu ça, Arc? Ce dernier hocha la tête, pardon. Impatient de revoir mes compagnons, je les rejoignis au plus vite, laissant la carcasse du monde derrière moi. Eh bien, tu t'es débrouillé comme un chef, me félicita la Torion. De bonne humeur, notre troupe honora ma victoire, tout sauf le tigre anthropomorphe qui était plus enragé que jamais. Alors que tout semblait durer pour le mieux, l'animalix émit un rugissement tonitruant dans le but d'imposer le silence. Ok. Bon. Quand moi et mes amis nous étions honteux, il vociféra. Maintenant, bande d'étrangers, vous allez sortir de ma jungle ou je vous tranche en rondelles. Ah, le tigre. Putain, c'est chiant de parler avec le masque. Mais ça va, c'est la fin. Il me reste 4 vulgaires minutes là. Mais en tout cas, c'est très bien. Voilà, c'est sympa à lire. Suite à sa menace, il continua de faire entendre des grognements plus intenses quand soudain, le cri d'un nouvel animal X commençait peu à peu monter. Mais il s'agissait d'aboiements aigus. C'est alors qu'une petite tête blanche et brune fit son apparition entre les feuillages de la jungle. Ah mais ça y est, c'est Gévary maintenant, mais voilà, c'est... Alors je sais pas si c'est parce que Ecoblast a apprécié ma lecture de Gévary sur... Voilà, en tout cas, dédicace à toi 255 s'il est en train de nous regarder, hein, ce serait sympa. C'est alors qu'une petite tête blanche et brune fit son apparition entre les feuillages de la jungle. Il avait l'apparence d'un chien, en particulier d'un beagle. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein. Il me semble que c'est un beagle, hein. Je suis pas sûr, mais ouais, je crois que ça se dit comme ça. Il portait un couvre-chef similaire à celui du tigre. Un dernier semblait l'avoir reconnu instantanément. Pigu ou Pigou, Pigu annonça le félin. Enfin, le canidé de taille moyenne se montra complètement et il sortit des buissons afin de nous rejoindre. Mes suppositions étaient exactes. Il était un autre garde forestier tout comme le tigre. Celui-ci avait une bouille d'ange et marchait de façon exagérée en tenant une carte dans sa patte gauche. Voilà, il marche comme un personnage de dessin animé. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de cartoon, vu qu'il n'y a pas de télé et que c'est dans un monde un peu semi-médiéval en quelque sorte, même s'il y a des trucs un peu modernes, mais globalement c'est un univers un peu médiéval. Mais ouais, et là tu te balades dans Dragon Force et tu te dis, attends quoi, il y a des animaux anthropomorphes, mais c'est quoi ce bordel? Mais non, en vrai c'est sympa. Voilà. Quand il s'était approché à quelques petits pas de nous, il montrait un sourire resplendissant. Un Santique, un Atorion et un humain. Ce n'est pas courant d'en croiser dans notre jungle. Quoi qu'il en soit, bienvenue, visiteur. Sa voix était aiguë et elle accentuait son innocence, contrairement au tigre. Tu es tombé sur la tête? Mais qu'est-ce qui te prend d'accueillir ces fauteurs de troubles? Menaça le félin. Des fauteurs de troubles? Je suis sûr que tu exagères, répondit le chien, toujours en affichant son sourire radieux. Le tigre, qui ne trouvait aucune répartie à répliquer son ami canin, serra les poings et les dents tout en grognant de rage. Calme-toi, Taïro. Ah oui, Taïro le tigre, ouais, mignon. Mais cette demande de la part du dénommé Pigu ne fit qu'aggraver son état en le rendant encore plus colérique. Grrr, comme si c'est comme ça, je vais faire mon boulot tout seul. Grrr, voilà, comme comment ça s'appelle là le dessin animé sur Disney Junior avec le petit tigre? C'est pas Danny le tigre ou je sais pas quoi là. Grrr, je suis pas content. Grrr, je sais plus comment il s'appelle le dessin animé, mais je crois que de souvenir c'est mon petit frère qui regardait ça sur Disney Junior.
Bon, c'était pas ouf, mais c'est bon. C'est moins pire que les Skibidi Toilet sur YouTube Shorts, hein. Allez, bref. Grrr, c'est comme ça, je vais faire mon boulot tout seul. Grrr. Bon, allez, faut que j'arrête avec ça. Allez, comme ça détend un peu à la fin, ça fait calmer ma voix, et voilà. Attends, cria le chien. Attends. Allez, faut que j'arrête avec ces... Malheureusement, Tyro ne changea pas d'avis et il joua au sourd. Il ne prit que plusieurs secondes pour totalement décamper hors de ce terrain sec en déchirant les feuillages alentour. Ah bah alors, c'est pas bien de déchirer le feuillage, mais Tyro, je vais te mettre au coin. Allez, bref. La situation était devenue compliquée pour le nouvel arrivant. Je pouvais lire sur son visage qu'il semblait légèrement honteux. Je vous prie de m'excuser pour son comportement, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Hardcore répondit à sa question en premier. Nous nous sommes fait attaquer par un insecte géant, mais mon meilleur ami Serra a sauvé la situation. Je vois, Tyro déteste recevoir de l'aide. Il a tendance à souvent faire des crises de colère pour un rien et étrangement, devoir l'aider est fortement déconseillé. Il me dit que cela se fait sentir comme un enfant incapable de se défendre. Tout ce qu'il veut est de donner le meilleur de lui-même. Ça alors, il a un sacré caractère, ajouta Xateim. Je suis certain que même Mélios n'aurait pas agi d'une façon aussi explosive, lança Hardcore. L'animalique se tourna vers l'Atorian et il montra un regard perplexe à l'écoute du prénom de Mélios. En soudain, il s'acclama. Oh, je ne me suis pas encore présenté, je me prénomme Pigou, un garde forestier à l'écoute de tous. Moi et Tyro sommes des amis de très longue date et notre rêve a toujours été de défendre et de prendre soin de cette jungle. Après cette brève présentation, moi, Hardcore et Xateim, nous étions accroupis à l'unisson afin d'être à la hauteur du canidé. Moi, je suis Xateim. Je n'ai pas de rêve en particulier, mais ma principale préoccupation est de protéger mes amis. Quand il avait dévoilé son identité, c'est au tour du jeune Hardcore. Sa présentation était la plus longue, mais le chien était très exalté à l'idée de faire la rencontre du prince de Périvaillon. Ensuite vint mon tour d'exprimer qui j'étais. Je m'appelle Serra, mon rêve est de devenir un puissant guerrier. Mais tout d'abord, nous avons une mission qui demande de nous rendre à la région d'Antessia. Pouvez-vous nous donner une quelconque information sur la manière de nous y rendre? Toutefois, le Beagle montrait un visage pessimiste devant cette question. Je m'attendais donc à une réponse négative. Et là, je n'y connais au moins aucun moyen de se rendre à la région d'Antessia. C'est une région glaciale complètement entourée de montagnes. On verra les ours polaires comme Marie d'Angévary, ou pas. Ou alors on verra d'autres espèces, hein, pas forcément des humains ou des types anti-équatoriaux, où c'est mi-humain, mi-dragon ou mi-humain, mi-ange. Là, je pense que ouais, ça, on sait pas ce qu'il y aura en TCA. En tout cas, ce sera la surprise. Voilà, donc on découvrira ça dans l'histoire. Voilà. Quoi? Non, ne me dites pas que c'est vrai. Mais pourtant deux de vous trois sont ailés. Je commençais à rougir de honte. Disons que moi et mon ami Hardcore, nous avons des problèmes de vol. L'Animalix ignora mon propos comme s'il se mettait à réfléchir. Si vous tenez réellement à accéder à cette région, je vous conseille de faire un tour dans notre ville. Avec ses 8000 habitants et son maire bien informé, il est fort probable que vous y trouviez des réponses à votre question. Et direction l'Office du tourisme. Allez, je pense que nous n'avons pas le choix. Je vais vous y emmener. Notre trio accepta immédiatement cette proposition. C'est alors que le canin démarra une marche rapide dans sa jungle. En avant vers Kaidona! Nous étions obligés d'accélérer non pas afin de le suivre, mais le chien avança sans vergogne. Plusieurs instants après notre départ, je lui demandai, Kaidona, c'est le nom de votre ville? C'est exact, ce n'est plus très loin. Je me pose une question. Dites-moi tout, monsieur Serra. Il y a une chose que je ne comprends pas. Juste avant de combattre le mille-pattes géant, nous avons eu affaire à des animalix, mais ceux-ci étaient différents de vous. Ils semblaient beaucoup moins éduqués et ne parlaient pas et ne portaient aucun vêtement. En d'autres termes, il s'agissait de vrais sauvages et je me demande qui sont-ils pour vous. Oh, le chien aux oreilles tombantes se stoppa net et nous limitâmes. Je vois parfaitement de quoi vous parlez. Tout d'abord, il vous faut un peu de contexte. Quand les animaliques sont peuplés de Risma il y a bien des millions d'années, et que nous nous sommes réunis dans la jungle du Proveltan, notre communauté s'est séparée en deux groupes au fil du temps. Tout d'abord, il y a ceux qui vivent dans la civilisation et le progrès, dont moi et Cairo, et il y a ceux qui s'opposent à la contempler.
contemporanéité et aux traditions modernes. Ces animaliques favorisent plutôt la religion et la chasse, contrairement à nous. Ah, c'est intéressant, il y a deux types d'animalix. Putain, mais c'est encore pire que dans la vraie vie, les religieux et les... Ouais, on pourrait faire un parallèle entre les conservateurs et les progressistes, mais en radicalement plus extrême chacun de l'autre. Voilà, voilà. Vous voulez dire que vous ne croyez pas en votre déesse, s'inquiéta Hardcore? Pour beaucoup, non, même pour ce qui est de notre mère. C'est étonnant, pourtant la religion est au cœur de Périvallon. Les choses sont comme ça et il faut l'accepter. Enfin, avec notre nouvel ami Animalix, nous continuâmes notre route. Près de 10 minutes plus tard, à travers les entrailles de la jungle, nous nous approchâmes d'un gigantesque mur de briques mesurant plus d'une dizaine de mètres de haut. Nous y voilà! Il suffit de contourner ces remparts jusqu'à arriver à l'entrée. Au passage, ces murs existent pour nous permettre de protéger d'attaques d'insectes géants comme vous aviez été témoin. Après plusieurs minutes à tourner autour de la ville silencieuse comme une aiguille d'une horloge, nous étions enfin tombés sur l'entrée de Kaidona. Les portails qui la composaient étaient ouverts et grands, les domiciles étaient nombreux et ressemblaient à des appartements. Cependant, quelque chose me turlupinait. Aucun Caïdonien n'était présent. Oh, les habitants sont sûrement timides à l'idée de rencontrer les gens comme nous. J'avais beau chercher dans les moindres recoins, personne ne manifestait sa présence, comme si nous étions aux portes d'une ville fantôme. Quoi qu'il en soit, je vais retourner dans la jungle. Je commence à me faire un sang d'encre pour Tyro. Sur ce, je vous souhaite bonne chance. Enfin, le chien de taille moyenne nous quitta en gambadant. C'est alors que je regardais vers le ciel quand soudain je remarquai un premier résident animalix. C'était un crocodile qui avait la particularité de posséder ses joues dodues. Ce garde se tenait sur la muraille et il nous observait fixement avec un regard menaçant. C'était à ce moment-là que je compris que nous n'étions guère les bienvenus ici. Voilà. Et il y a eu une mise à jour il y a 19 heures. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou si Ecoblast a corrigé quelques trucs, mais en tout cas, c'était bien sympa. Voilà, à voir si la prochaine fois ils auront accès libre ou pas à Kaidona. Mais en tout cas, c'était bien sympa et voilà, ça nous fait découvrir d'autres coins que Périvallon et malheureusement l'île de Sémoraï, hein, qui elle, malheureusement, voilà, c'est plus tragique. Mais bon, sur ce, allez, voilà, c'était sympathique. C'était, voilà, actuellement, on a tout lu. Donc, pour le moment, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles sorties, il n'y aura pas de nouvel épisode de Dragon Force. Mais de mon côté, avec Spirit Conquest, je vais faire tout mon possible pour sortir le chapitre 2 d'ici quelques jours. Le temps que je fasse une dernière petite illustration. Et normalement, tout devrait être prêt. Voilà, il y aura juste peut-être la relecture et les trucs, mais en tout cas, février, c'est prévu. On est actuellement le 2 et je ferai tout mon possible pour avancer comme je peux. Voilà, en tout cas, ça arrivera, voilà, parce que ça devait arriver en novembre, mais bon, voilà, il y a eu les machins. Mais en tout cas, maintenant, c'est bon. Allez, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smash Kun, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!